je profite de ma position ici pour vous présenter l'orateur suivant que je vais prier de me rejoindre. Voilà, donc j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter mon collègue de l'UMONS, le professeur Snijders, qui n'est pas un spécialiste de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. C'est un chimiste intéressé dans les questions scientifiques relatives aux matériaux. C'est un grand connaisseur des plasmas, cet état particulier de la matière qui ouvre des tas de possibilités technologiques avec des conséquences sociétales. Mais que vient-il donc faire dans cette galère? Eh bien, il se fait que le professeur Snijders, outre ses activités scientifiques, a accepté la charge assez lourde de la responsabilité de l'université européenne que l'université de Mons, avec 9 autres universités, est en train de construire à l'heure actuelle. Et donc, depuis maintenant 5 ans, c'est un processus qui a démarré dans le cadre d'une réflexion soutenante de la part de la Commission européenne, qui se poursuit et qui est attendu en ce qui concerne un aboutissement concret d'ici quelques années. Donc c'est un processus de long terme. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment, avec nos 9 universités sœurs à viser la construction d'une nouvelle université européenne. Il y a une soixantaine de structures similaires qui travaillent de la même manière que nous à travers le territoire de l'Union européenne. La question se pose: qu'est-ce qu'il va devenir de ces universités européennes en ce qui concerne la communication qui devra se dérouler? Comment est-ce que ça va se passer, cela? Évidemment, personne d'entre nous n'a de boule de cristal, mais on pourrait se dire, vu de l'extérieur, oh, l'Europe, c'est le pays de cocagne du respect des cultures et des langues. Donc, ce sont des institutions où on va se sentir très bien par rapport aux présences simultanées d'un tas de langues, comme dans les écoles européennes dont on nous a très bien parlé ce matin. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Eh bien, c'est la question que j'ai demandé à M. Snijders d'essayer de prendre en considération pour voir ce que nous dit le présent qui pourrait être extrapolé vers le futur. Et donc, je le remercie d'avoir accepté un rôle d'orateur devant un auditoire qui ne ressemble en rien aux auditoires qu'il a l'habitude d'intéresser par ses conférences. Merci, Ronnie. Donc merci Bernard pour les quelques mots introductifs. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité organisateur, et Bernard en particulier, pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de venir partager avec vous ce que je vis à travers mon expérience dans le cadre de la construction de ces universités européennes. Monsieur Armani vous l'a dit, je ne suis pas du tout expert des questions qui sont traitées dans le cadre de cette journée. Néanmoins, je peux vous faire part d'effectivement ce que je vis au jour le jour. Il est branché, oui. C'est peut-être... attends, peut-être j'ai fait ce qu'il fallait. Ah oui, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Il y avait un gros bouton rouge et j'ai appuyé dessus, ça a fonctionné.
Donc, l'Université de Mons, comme Bernard, Monsieur Neroni vous l'a expliqué, fait partie de cette initiative d'université européenne depuis 2020. Initiative qui a été en fait au départ une volonté politique qui a été évoquée par le président Macron dès 2017 dans un discours à la Sorbonne où dans ce discours il propose la création de ces universités européennes qui devraient être un réseau d'universités de plusieurs pays d'Europe qui permettra un parcours. Les étudiants étudieront à l'étranger, suivront des cours dans 2 langues au moins, on y revient déjà. Des universités européennes qui seront des lieux d'innovation pédagogique, de recherche et d'excellence. L'objectif initial était de créer une vingtaine de ces universités à l'horizon 2024. On l'a déjà expliqué, on a été beaucoup plus loin que cet objectif à ce jour. Je pense qu'il est nécessaire de bien définir les choses. Vous avez probablement déjà entendu, particulièrement peut-être dans votre université, ici à l'Université autonome de Barcelone, puisque vous faites partie d'une de ces universités européennes en construction. De bien expliquer 2 concepts qui sont un petit peu différents. C'est celui d'alliance européenne et d'université européenne. En fait, ces concepts sont différents, mais articulés dans le sens où les alliances européennes, qui ont été financées au départ par la Commission européenne, sont des partenariats universitaires qui travaillent à la création des futures universités européennes. Donc il y a une notion d'articulation entre les deux institutions, si je puis dire. Les alliances européennes sont ce qui existe aujourd'hui, les universités européennes, ce sont ce qui est en cours de maturation, et comme on l'a déjà évoqué, existeront à moyen terme dans leur toute complexité. Donc, ces alliances européennes sont une première étape vers les universités européennes. Alors, quel est l'objectif défini pour ces universités européennes? Cet objectif, il est double. Le premier tombe sous le sens. Il s'agit en fait de rendre plus attractives nos universités, particulièrement face à la concurrence mondiale au niveau des universités, qu'elles soient en Amérique du Nord ou en Asie, qui sont extrêmement bien structurées. Il y a une constatation qui est de dire que les universités européennes ont un peu de retard en matière d'excellence au niveau de la recherche et de l'enseignement. Un deuxième objectif qui est peut-être moins évident en première lecture, c'est un objectif sociétal qui est certainement de construire, de former des citoyens du futur imprégnés des valeurs européennes et de cette identité européenne qui a du mal à se développer. Et ici, ça fait écho finalement à l'objectif de ces écoles européennes dont on a déjà parlé ce matin, mais à une autre échelle de formation. Donc ce qui est recherché, c'est certainement un impact structurel, systémique et surtout durable. Alors il faut se rendre compte que cet outil université européenne, c'est quelque chose de très innovant qui évidemment est complètement différent de ce qui a déjà pu être imaginé au niveau des programmes européens. Et ici, sur ce petit schéma, vous avez un petit peu les outils principaux qui ont été mis en place par le programme Erasmus+, en fonction de leur ambition et de l'horizon temporel. Et donc, au plus bas de l'échelle, on a ce qu'on appelle les partenariats stratégiques, qui sont en fait des outils de coopération transnationale pour le développement de pratiques innovantes dans le milieu de la formation et de l'éducation. Deuxième outil disponible, et on augmente dans la complexité et dans l'ambition, les alliances du savoir, que vous connaissez peut-être, qui sont à nouveau évidemment des projets transnationaux entre cette fois-ci le monde académique et le monde économique. Et finalement, au plus haut de l'échelle, en termes
de construction transnationale de formation, nous avons les Erasmus Mundus, qui sont des programmes de master qui sont co-construits à l'échelle européenne par plusieurs universités. L'ensemble de ces outils disponibles, de ces instruments qui sont financés au niveau du programme Erasmus+, sont des instruments financés au niveau local, départemental, voire facultaire au niveau des universités. Quand on parle d'université européenne, on parle de quelque chose qui est différent, dans le sens où on développe cette idée à l'échelle institutionnelle. Ce sont des institutions dans leur entièreté qui vont collaborer pour construire une nouvelle entité qui sera une université européenne. Donc on arrive à une échelle institutionnelle avec une ambition, comme on l'a déjà dit, qui a démarré en 2019 pour les premiers projets financés et qui atterrira à moyen terme. Initialement, il y avait une période de 10 ans qui était prévue pour pouvoir accoucher, si je puis dire, des premières universités fonctionnelles. Alors justement, au niveau de la mise en place de l'initiative, donc M. Macron, dans son discours, parlait de 20 universités à l'horizon 2024. Il faut savoir que depuis lors, 4 appels à financement de ces projets pilotes de construction d'universités européennes ont eu lieu. Et on en est à l'heure d'aujourd'hui à 64 universités européennes créées. Probablement qu'il n'y en aura pas plus, mais on peut jurer de rien. Ces 64 universités européennes créées concernent 540 institutions européennes, plus tous les partenaires associés qui gravitent autour de ces institutions, ce qui représente plusieurs milliers finalement de partenaires associés. Donc ces universités se structurent depuis 2019, mais elles seront opérationnelles évidemment qu'à moyen terme. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'Université autonome de Barcelone fait partie d'une de ces alliances, et en particulier du Consortium européen des universités innovantes. Alors parmi toutes ces universités, il y a l'université EUNIS, qui a été créée par l'alliance EUNIS en 2020, lors du deuxième appel de financement, et à laquelle j'ai le plaisir de collaborer et de travailler dès le début de l'histoire, d'ailleurs en compagnie très proche de M. Harmony. Donc on est partie prenante du projet depuis les premiers instants, puisqu'on a rédigé la première proposition. Donc c'est un petit peu quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur dans notre institution. Et donc, ce que je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui, c'est ce qu'est UNIS, quelles sont un petit peu ses spécificités, particulièrement à travers le prisme justement de ces aspects multilinguisme et communication au sein de notre alliance. Alors, factuellement, UNIS, c'est quoi? C'est un consortium de 10 universités réparties à travers l'Europe, fatalement, puisque ça faisait partie un petit peu des conditions de construction des universités européennes. Donc 10 universités, 155 000 étudiants au total, 15 000 collaborateurs, et puis toute une série de chiffres que vous pouvez lire sur le transparent. Elle a été donc créée en 2020, et depuis lors, UNIS se structure pour aujourd'hui arriver à une certaine forme de maturité dans ce qu'on peut offrir aux étudiants. Et comme des images va souvent mieux qu'un long discours, je vous ai prévu un petit film, en espérant qu'il puisse se lancer. Mais manifestement, tout à l'heure, il fonctionnait. Oups, je vais peut-être sortir du slideshow. Ah oui, c'est mieux. Par contre, il n'y a pas le son, je l'ai ici.
Bon, manifestement, vous n'y aurez pas droit. Je vais devoir vous expliquer oralement ce qu'est UNIS. Donc, UNIS, comme toutes les universités européennes, a sa propre identité. Donc une identité qui se trouve finalement cachée derrière la petite lettre C de UNIS. C'est pour Customized, Customized Education. Donc c'est un petit peu l'ADN de notre approche, c'est de pouvoir offrir, tant que faire se peut, une formation personnalisée aux étudiants qui viendraient s'inscrire, si vous voulez, dans les formations de notre université. Cette formation personnalisée intègre fatalement une expérience de mobilité significative. Il y a des indicateurs qui sont demandés par la Commission, qui sont à la hauteur de 50% d'étudiants mobiles parmi les étudiants qui participent à ces universités européennes, ce qui est gigantesque, évidemment. Et l'objectif, bien sûr, est de préparer ces étudiants aux défis d'un monde globalisé. Et donc, quelques mots-clés relatifs à notre université. Premièrement, elle est multicentrique, dans le sens où les 10 universités qui constituent l'université UNIS permettront cette formation personnalisée de niveau international, interculturel, puisque évidemment UNIS, comme toutes les universités européennes, vise à la promotion de la citoyenneté européenne à travers cette culture, ses valeurs et son multilinguisme. Ouverte et donc inclusive et promouvant la diversité, qui sont des valeurs bien sûr indissociables de nos actions, et à taille humaine, dans le sens où, tant que faire se peut, nous essayons d'impliquer les étudiants dans la construction des programmes et des actions qui sont mises en place au sein de notre université. Alors, les principaux chantiers auxquels nous sommes attelés depuis sa création en 2020, à travers une aide financière substantielle qui est venue d'une part du programme Erasmus+, je l'ai déjà mentionné, mais également en partie du programme Horizon 2020, puisqu'il y avait des financements recherche qui étaient aussi associés à cette construction d'université européenne. À tout cela, venait dans la plupart des pays participants s'associer à un cofinancement local, et en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons été aidés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, justement, financièrement parlant. Donc nous avons travaillé à plusieurs grands chantiers. Le premier a été la structuration de la future université européenne, et quelque part, je dirais que le premier financement de 3 années n'a servi pratiquement qu'à ça. C'était un travail de grande ampleur, puisqu'il a fallu structurer une gouvernance, une vision politique et un alignement administratif entre partenaires qui ne se connaissaient pas forcément très bien. Il faut réaliser que la construction du consortium s'est faite de proche en proche. À Lumons, nous étions très proches de l'université de Valenciennes en France, qui elle-même était très proche de l'université de Poznan en Pologne, et de proche en proche, un consortium s'est construit. Donc finalement, les membres ne se connaissaient pas très bien, il a fallu installer la confiance, et cette installation de la confiance, quelque part, à travers cette structuration, a pris du temps et des moyens. En parallèle, néanmoins, des actions pilotes, principalement pilotes, ont été lancées sur les 3 piliers, je dirais, principaux de ce qu'est une université, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche et la vie étudiante, le rapport avec la société. Au niveau de l'enseignement, nous avons, dans un premier temps, mis en place une série de cours pilotes qui visent in fine au développement de programmes de cours communs, donc à l'échelle de l'université européenne, donc des programmes de longue haleine, des masters, des baccalauréats, que les étudiants pourront suivre. Au niveau de la recherche, je dirais qu'une des réalisations principales est la création d'instituts de recherche transnationaux thématiques. À l'heure d'aujourd'hui, un seul a été créé, mais nous envisageons d'en créer d'autres.
Et puis aussi beaucoup d'activités au niveau du développement d'une vie étudiante culturelle et sportive au sein de cette nouvelle institution qui est soutenue par la création de toutes sortes de plateformes virtuelles qui aident à la mobilité, à l'open science, au partage de ressources, etc. Au-delà de ces chantiers, je dirais à l'échelle du consortium, chaque université membre a également eu des défis à l'échelle plus locale, notamment le fait de pouvoir faire adhérer les communautés universitaires à l'idée de l'université européenne. C'est pas évident, c'était quelque chose qui venait un petit peu du dessus, qui nous était imposé. Et puis il faut réussir à convaincre les communautés universitaires que leur institution, c'est l'UMONS, mais c'est aussi UNIS. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps et de l'énergie. Activer les partenaires locaux, bien sûr, j'ai parlé des partenariats, et également tout l'aspect finalement révélateur institutionnel qu'a été cette participation à cette aventure de l'université européenne, puisqu'on se rend compte, en allant se frotter quelque part aux partenaires, que parfois il y a des choses qui ne sont pas idéales à la maison et qu'il faut pouvoir adapter. Alors finalement, pour en terminer sur ce qu'est UNIS, il faut se rendre compte également que lorsque la Commission a financé la création des universités européennes, elle a financé des projets qui ont, comme tous les projets financés au niveau de la Commission, une certaine durée. Et que donc, à la fin du financement, le projet s'arrête, et puis ce qu'il y a derrière peut éventuellement s'arrêter également. C'est évidemment pas l'intention par rapport à la création de ces universités européennes. Et donc, il était nécessaire, en tout cas, il nous a paru très vite nécessaire, de donner une existence légale à cette université européenne en créant une AISBL, donc une ASBL, une association sans but lucratif mais internationale, qui est un outil juridique du droit belge, un petit peu particulier, mais qui a permis de donner une existence légale à l'université UNIS. C'est d'ailleurs un modèle qui est suivi par pas mal d'universités européennes aujourd'hui, puisque c'est le modèle qui est le plus répandu, je dirais, à ce niveau-là. Aujourd'hui, cette ASBL est fondée, elle existe depuis 2 ans. Le premier président a été notre recteur de l'UMONS, et le président élu est celui de l'université de Valenciennes qui prendra ses fonctions ici au 15 novembre. Alors, en ce qui concerne la question de la communication et du multilinguisme, et peut-être ce n'est pas le mot idéal, j'ai entendu tout à l'heure qu'on discutait un petit peu de la différence entre le multilinguisme, le plurilinguisme, etc. Je ne suis pas un expert, j'ai employé ce mot-là, soyez indulgents avec moi. Mais en ce qui concerne le multilinguisme dans les universités européennes, j'ai étudié un petit peu la question puisque c'était celle qui m'était posée. Et je me suis rendu compte que finalement ce multilinguisme est un vieux défi de la construction européenne, puisque depuis sa genèse, quelque part, l'Europe est confrontée à la conciliation entre la grande diversité linguistique et culturelle, bien sûr, qui est présente, et ses objectifs propres de coopération, d'unité, d'intégration économique et politique. Donc quelque part, c'est une contradiction dans les faits. Contradiction qui est représentée par un petit peu l'évolution historique que j'ai voulu représenter ici sur le transparent depuis le départ, 1951 et la création des premières structures de la CE en 1957, et puis les élargissements qui font que les langues qui sont parlées deviennent de plus en plus nombreuses, d'où la nécessité d'avoir une politique linguistique adaptée, le concept de langue de travail versus langue officielle. Enfin, vous connaissez probablement bien mieux l'histoire que moi. Un élargissement qui devient de plus en plus grand au fur et à mesure des années et qui aujourd'hui aboutit à une situation où il est finalement complexe et coûteux de gérer toutes ces langues au sein des structures européennes. En particulier la situation de l'anglais, qui est un petit peu la langue utilisée au niveau administratif le plus régulièrement, qui a un statut qui a été un petit peu ébranlé par le Brexit, évidemment, les coûts engendrés, l'avènement des intelligences artificielles. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'effectivement, il y a des questions à se poser.
Néanmoins, quelque chose qui est important et factuel à réaliser, c'est que la politique linguistique de l'Union européenne reste un pilier central de cette construction qui symbolise la diversité et l'inclusion voulue par l'Union européenne. Et donc c'est quelque chose qui est fort, évidemment, et qui doit forcément transparaître également dans l'initiative d'université européenne. Alors, au niveau des universités européennes, des alliances européennes, comment cette politique à l'échelle de l'Europe se traduit-elle? Bien sûr, le multilinguisme et l'inclusivité linguistique sont fortement promus. Il est demandé que ces universités promeuvent le renforcement de la maîtrise de toutes les langues européennes, puisque le multilinguisme est vu comme un argument clé dans la formation des jeunes qui seront confrontés à un monde globalisé. Donc c'est tout à fait sensé. Néanmoins, la langue de travail dans ces universités qui permet une interopérabilité linguistique reste l'anglais. C'est ce que nous vivons effectivement au sein de notre université également. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, que l'apprentissage des langues locales puisse être facilité au sein de ces universités, par exemple en réduisant fortement les coûts des cours qui seront offerts, ou en les dispensant de manière numérique pour toucher le plus grand nombre. Alors il reste bien sûr, et comme c'est le cas également dans initiative à l'échelle européenne, des défis importants qui sont liés à cet aspect-là des choses. Premièrement, bien sûr, maintenir l'équilibre entre la diversité linguistique qui est promue et cet anglais qui est la langue administrative de construction des universités. Le coût des cours de langue, en particulier des cours de langue locale, associés éventuellement à des services de traduction. Mais là, on peut peut-être dans l'avenir se dire que les intelligences artificielles vont pouvoir beaucoup nous aider par rapport à certaines traductions automatisées. Et bien sûr, en tant qu'université, on se doit de faire attention à l'inclusivité et l'accessibilité de nos étudiants à toutes les formations, quelle que soit finalement la langue qu'ils maîtrisent le mieux. Alors, tous ces principes, d'un point de vue opérationnel, comment se mettent-ils en place dans les universités européennes? Premièrement, les universités européennes réfléchissent à développer des politiques dans le domaine des langues, qui évidemment incluent ce concept d'inclusion, qui soit également forcément en phase avec celle de l'Union européenne. Dans le cas de Nice, c'est un travail sur lequel on a commencé à s'intéresser il y a une année maintenant, et donc ça fait une année qu'on réfléchit à la mise en place de politiques, que ce soit dans le domaine du multilinguisme, mais d'autres domaines également, qui permettront finalement de tracer le cadre dans lequel l'université va se construire à l'avenir. Ces universités aussi vont permettre la création de parcours multilingues et multiculturels. C'est ce que sont en fait les programmes conjoints et les doubles diplômes qui pourront permettre à un moment donné aux étudiants de voyager au sein de cet espace académique créé, que sont les alliances européennes, de voyager de manière facilitée d'un point de vue administratif par rapport à ce qui est possible aujourd'hui, et de vivre les langues dans les pays du consortium, ou au moins dans un pays du consortium. Comme le disait Madame Zrien, c'est probablement la meilleure façon de s'imprégner et de finalement donner de l'importance à l'apprentissage d'une langue, c'est quand on en a besoin, c'est-à-dire quand on est confronté à la réalité de terrain. Alors vous voyez que j'ai mis au bout de la parenthèse diplôme européen, un point d'interrogation. Il y a beaucoup de réflexions à l'heure actuelle pour la création d'un diplôme européen à moyen terme. On est loin d'y être, mais en tout cas c'est une volonté politique qui existe. Et ce serait évidemment la panacée par rapport à la création de ces parcours académiques. L'encouragement de l'apprentissage linguistique via les ressources numériques, évidemment, il serait dommage de se priver de ces nouvelles technologies qui seront certainement d'utilité pour affronter ce problème.
La mise en place de projets échanges académiques et interculturels, tout à l'heure on expliquait que les enfants dans les cours d'école finalement apprenaient des chants en letton parce que ils jouaient ensemble. Pourquoi à notre échelle universitaire ne pas mettre ensemble, construire ensemble des groupes d'étudiants de différentes origines pour affronter ou pour traiter un sujet de recherche par exemple, qui les obligera d'une manière ou d'une autre à échanger dans des langues. Alors l'anglais va vite apparaître, mais il y a probablement des moyens également de faire en sorte que des langues nationales ne soient pas une portion congrue de ces échanges. Des programmes de tutorat et mentorat linguistique à l'échelle du réseau. Bien sûr, la valorisation des langues nationales de toutes les manières possibles. Et le concept dans la recherche, bien sûr, ce concept d'interdisciplinarité qui est important depuis quelque temps, mais également multilingue. Et là, j'en reviens à ces projets où des étudiants de différentes origines pourraient être partie prenante d'un même projet de recherche. Alors, en ce qui concerne mon expérience, notre expérience dans le cadre de Nice, on ne va pas vous mentir, on parle beaucoup anglais dans le cadre de la construction de Nice, en particulier au niveau des bâtisseurs, je dirais, de l'université, c'est-à-dire des académiques, des administratifs qui travaillent à la construction de la structure. Clairement, la langue opérationnelle, c'est l'anglais. Néanmoins, tous les principes que j'ai évoqués précédemment trouvent résonance dans des actions qu'on a mis en place ou qu'on voudrait mettre en place. Et cette fois-ci, on s'adresse plutôt aux utilisateurs de Nice, ceux pour qui ça compte, c'est-à-dire les étudiants, et probablement les étudiants des prochaines générations. Alors, une démonstration de cette volonté, c'est dès le départ la création d'un comité d'experts en enseignement des langues. Ça a été une des premières actions qui a été mise en place lors de la création de l'université, puisque ça nous a apparu clé directement. Nous avons développé toute une série de cours de langue disponibles virtuellement sur les plateformes de notre université, en anglais bien sûr, mais surtout, je dirais aussi dans les langues nationales des différents pays participants à l'université européenne. Alors on en est au balbutiement, hein. Il s'agit de cours qui permettent aux étudiants qui voyagent au sein du réseau, imaginons un étudiant belge qui part en Finlande, d'avoir les minimums de connaissances linguistiques pour survivre, on a parlé de survie tout à l'heure, pour survivre lors de son arrivée dans le pays. Et puis, tient à lui, lors de son séjour, de plusieurs semaines, plusieurs mois, de construire finalement cette connaissance linguistique. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a été jusqu'à intégrer dans un label. À l'heure d'aujourd'hui, on est capable de mettre un cachet sur certaines formations UNIS, pas plus que ça, puisque les règles, les lois nous empêchent de faire autrement. Mais ce label peut être obtenu à condition d'avoir aussi montré une certaine connaissance d'une langue étrangère du réseau. Donc c'est quelque chose qui est en tout cas intégré d'ores et déjà dans notre développement. Donc l'offre de cours d'anglais, plus commune, mais elle est offerte à tous les niveaux des communautés universitaires. La construction de programmes de cours dans 2 langues, alors beaucoup d'anglais, oui, mais aussi des langues locales. Donc on a des programmes de cours qui sont construits en se basant sur 2 langues. L'établissement d'une politique linguistique, j'en ai déjà parlé. Et également une réflexion qui est en cours par rapport finalement à la construction de sous-groupes au sein du consortium au niveau linguistique, puisqu'on a par exemple plusieurs universités issues de pays où les langues ont une origine romane, Italie, Espagne, France, Belgique francophone. Et donc on se rend compte que naturellement, il y a plus de facilité parfois à construire des choses dans ce cadre-là, et donc cette approche-là pourrait être également quelque chose d'intéressant. Alors pour conclure, donc ce multilinguisme, bien sûr, il est cher à l'Union européenne pour sa dimension inclusive, et il reste un défi à tous les étages finalement de cette intégration européenne. Je pense que par nature, les universités européennes deviendront un terreau idéal
pour permettre d'aborder ce problème d'une manière nouvelle, qui n'a pas été envisageable jusque-là. Et la clé, c'est la création de ces campus européens, ces zones académiques où les étudiants vont pouvoir voyager et vivre des expériences à l'international de manière facilitée par rapport à ce qu'il en est aujourd'hui. Dans ces campus, le multilinguisme sera intrinsèquement intégré dans toutes les actions académiques. Donc ces universités européennes feront de ce défi du multilinguisme surtout un vecteur d'enrichissement académique et culturel. Il ne faut pas se voiler la face, l'anglais restera probablement la langue de construction administrative, mais ce développement des actions académiques, lui, devra systématiquement intégrer cette dimension multilingue. Et cette action sera permise évidemment par ce nouveau cadre académique. Donc au final, si je devais conclure mon intervention, je dirais que les universités européennes seront un outil d'un nouveau genre, en partie au service du multilinguisme. Merci pour votre attention. Merci Ronnie. Je reprends très brièvement la parole pour vous proposer peut-être de poser quelques questions ou de donner quelques avis. Après quoi, très vite, nous irons à l'interruption. Julio. Oui, je pense que je n'aurai pas besoin de micro. Je pense que Raymond Renard disait on arrive à un âge où on ne peut plus apprendre et on essaye de comprendre. C'est mon cas. En essayant de comprendre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on préconise pour le citoyen européen la maîtrise de 2 langues en plus de la leur et on ne l'exige pas des personnes qui participent à la construction de Nice. Merci. Donc, effectivement, ce n'est pas exigé, ce qui n'empêche pas de les maîtriser. Je dirais que dans le monde académique, c'est vrai que l'anglais est la langue qui est le plus souvent utilisée pour les échanges. Et naturellement, je dirais, les gens ont discuté, ont construit, ont échangé dans cette langue-là au niveau de la mise en place pour une question d'efficacité. Il faut se rappeler aussi, et c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas évoqué, que tout ce que j'ai raconté comme histoire ici dans la genèse s'est déroulé à la période Covid, dans un contexte où c'était pas évident de communiquer, et donc c'est pas la raison, mais c'est une des raisons aussi qui a mené finalement au choix de cette langue-là pour les échanges. Donc je dirais qu'il n'y a évidemment pas d'obligation à ce qu'ils puissent maîtriser 2 langues. L'anglais a été choisi par facilité, comme souvent dans le monde académique. C'est à nous à être attentifs justement à ce que cette situation ne percole pas dans la formation qu'on donne aux jeunes, je pense. Je crois que c'est important, juste là, de préciser que ce que Ronnie vous a expliqué là, c'est l'histoire d'un combat. C'est l'histoire d'un combat pour rappeler à l'Europe quels sont ses propres principes. Parce qu'en vérité, la Commission européenne nous donne l'opportunité de faire des universités européennes, mais ne pose pas de contraintes de ce type-là, de type linguistique. Et comme par ailleurs le monde académique est un monde où il y a énormément de chercheurs, et comme par ailleurs encore la langue de la recherche, c'est de facto l'anglais, évidemment, tout engage à ce qu'on aille dans le sens de la facilité, puisqu'il n'y a pas de consignes précises, de contraintes qui sont données. Et donc, on a dû vraiment, de manière volontariste, faire en sorte qu'il puisse y avoir une attention aux principes de la fondation de l'Union européenne. Betty. Oui, moi je voudrais savoir si, à terme, nous aujourd'hui déjà, la formation se fera en présentiel ou sur le mode virtuel. Ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on doit s'accorder au sein d'une alliance. Dans le cas de l'université Nice, on a un accord qui reste un accord non formel parce qu'on est en train de construire les politiques, comme je l'ai expliqué.
qui vise à ce qu'il y ait une majorité d'heures en présentiel face aux enseignants. Alors, ce n'est pas toujours possible, on est souvent dans des modèles hybrides. On a des programmes de cours qui viennent de démarrer ici, les premiers qui ont été mis en route ici à la rentrée académique, où typiquement on a 20% du temps des étudiants qui est en virtuel et 80% du temps des étudiants qui est en réel, avec une mobilité qui est une mobilité physique. C'est-à-dire les étudiants passent un semestre dans une des universités autres que la leur. Donc voilà un petit peu le modèle. C'est rarement du 100% virtuel, du 100% présentiel, en tout cas pour les programmes de longue haleine. Pour ce qui est des cours pilotes que nous avons mis en place, là on était quand même régulièrement dans des modèles virtuels parce qu'il s'agissait d'une quinzaine d'heures de cours, ce qui rendait un petit peu compliqué le fait de pouvoir voyager pour ce volume horaire-là. Voilà. En tout cas, la volonté, c'est effectivement que les gens voyagent réellement, rencontrent et vivent une expérience, une vraie expérience de mobilité, même s'il faut se rendre compte que les critères, les indicateurs que l'Union européenne veut atteindre de 50% de mobilité des étudiants ne pourra pas se faire de cette manière-là. D'un point de vue opérationnel, c'est compliqué, financier.